Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueilli du coup dans les bureaux de ESG Luxe qui m'ont gentiment permis de faire cet entretien en présentiel avec Julie de Galex. Salut Julie. Salut Sébastien. Alors Julie, je la suis sur les réseaux, sur ses nombreux réseaux, là maintenant. Donc j'essaye de lui donner de la force et tout, mais j'aime bien écouter ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. C'est toujours hyper intéressant. Et elle est analyste en human design et elle associe ça à du coaching pour vous donner de l'élan après avoir, on va dire, introspecté votre manière de fonctionner pour vous donner de la force pour pouvoir passer à l'action. C'est bien ça? Exactement, yes. Bon, super. Après, voilà, je t'invite à peut-être à développer un petit peu plus. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce que tu fais. Et franchement, t'as parfaitement compris et parfaitement résumé. Donc en fait, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. Donc en gros, je pars de tes informations de naissance et de ces informations, en fait, je sors une carte qui te correspond, qui permet de savoir quel est ton meilleur mode de fonctionnement, quel est ton mode énergétique, comment tu dois prendre tes décisions, quelles sont tes forces, quels sont tes talents. En fait, sans les conditionnements que tu as pu finalement généralement recevoir de l'éducation, de la culture, des fréquentations, de la société au sens large. On est tous conditionnés et en fait, on est tous devenus des personnes XY, sauf que la base, l'essence même de qui tu es, eh bien pour le coup, en fait, t'as tendance un peu à l'avoir oublié ou à porter un masque, en l'occurrence, parfois. Et en fait, le Human Design te permet de faire un peu un check-up de toi-même sur qui tu, j'aime pas dire devrais être parce que tu restes leader de toi-même et tu restes avec ton libre arbitre, mais en tout cas, ça te permet d'avoir un peu une carte de toi-même avec le meilleur mode de fonctionnement pour savoir dans quelle direction tu pourrais potentiellement aller pour être la meilleure version de toi-même. Parfait. Finalement, on est complémentaires, parce que moi, je suis passionné, en tout cas, de psychologie. Je suis passionné par les humains, la préparation mentale, mais que du coup, moi, j'ai commencé par intégrer dans le monde du sport, et que maintenant, je décline finalement à tout, puisque tout est transférable. Clairement. Voilà. Donc, et puis après, souvent, je répète que pour pouvoir être efficient et performant, ça passe aussi par son bien-être. Et la plupart du temps, j'ai souvent eu des athlètes qui étaient pas performants parce qu'ils étaient pas bien dans leur basket, donc ça c'est important. Le podcast commence toujours par un portrait chinois. Ok. Tout petit portrait chinois. D'accord. Et du coup, si t'es ok, je vais te poser quelques questions et puis on va essayer de personnaliser un peu les questions. J'en ai pris quelques-unes. D'accord. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que tu nous réponds. Si tu devais choisir une couleur, quelle couleur tu choisirais et pourquoi? Alors ce qui vient, je vais essayer de répondre sans trop réfléchir et analyser. Donc en gros, je dirais le rouge, là, instinctivement. Le rouge, j'ai la veste rouge aujourd'hui, peut-être que ça... peut-être qu'il y a un lien où j'ai été légèrement biaisée par mon choix, mais je ne pense pas. Pourquoi le rouge? Parce qu'en fait, j'aime bien pour moi, ça se rapporte au côté dynamique, en fait, des choses. C'est le côté passion, c'est le côté feu, tu vois, c'est le côté, en fait, qui me parle et qui me correspond bien. J'aime bien avoir... On me dit souvent que je suis quelqu'un de très dynamique et qui a beaucoup d'énergie, etc. Donc, tu vois, j'aurais hésité entre le jaune ou le rouge, soit pour le soleil, soit pour le côté peps et dynamique. Donc, voilà ce qui me vient. Tu devais choisir un moment dans ta journée que tu préfères, tu choisirais lequel? Le soir, quand je vais me coucher. Le moment où tu te retrouves au calme, tu vois, tranquille. Et j'aime bien ce moment où je fais un point, on va dire, sur moi-même et où j'essaye de me déconnecter justement un tant soit peu de mon cerveau et d'être en alignement. Et j'aime bien cette notion un peu de méditation et d'apaisement, en fait, le soir. Ouais, il y a beaucoup de
Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est un moment que j'affectionne particulièrement parce que il y a pas de bruit, Ouais, il y a pas de sollicitation, c'est ça. et donc c'est plus facile Exactement. Ouais, pour clairement. réfléchir. Ouais. Pour être en paix et en accord avec toi-même. Ouais. Ouais. Si tu devais choisir un film que tu affectionnes particulièrement, tu choisirais lequel? Inception. Et pourquoi celui-là? Ah, j'adore. Parce que le côté Inception, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup tout l'aspect quantique aussi, tu vois, et des univers parallèles. Enfin, moi, j'en suis persuadée qu'on a d'autres choses autour de nous, pour le coup. Et un peu des matrices, on va dire ça comme ça, autour de nous, avec l'aspect temporalité qui... J'aime bien cette notion du dédoublement du temps aussi, etc. Et je trouve que Inception en parle bien, tu vois. C'est un aspect, justement, finalement, de conséquences que tu peux avoir entre ce que tu fais à l'instant présent, qui a des conséquences et des répercussions sur le passé et sur le futur. Enfin, tu vois, tout cet aspect-là. Je trouve ça hyper intéressant et cette notion de matrice en fait me permet de visualiser l'ensemble des choses d'une autre manière et d'essayer de prendre peut-être tous les éléments qu'il peut y avoir autour de nous, tu vois, avoir un peu une vision, je dirais une prise de hauteur, tu vois, par rapport à tout ça. Et donc voilà, donc Inception. Ok. Si tu devais choisir un livre maintenant, lequel tu choisirais? Oula, alors les livres, il y en a beaucoup. Là, celui qui me vient de suite, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, généralement très connu par tous les gens qui s'intéressent au développement personnel. Et je trouve que c'est une mine d'or en fait d'informations. Et pourquoi pourquoi ce livre? Parce que pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est la base de tout. En fait, les émotions, c'est la base de notre existence. C'est ce qui nous permet de savoir comment avancer, comment s'écouter. Les émotions, en fait, finalement, nous parlent et nous donnent énormément d'informations quand on les écoute. Et c'est un très très bon indicateur, positif ou négatif, mais justement elles sont là pour ça. Et du coup pour moi clairement l'intelligence émotionnelle c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et qu'il faut plus développer. Encore aujourd'hui à l'heure actuelle pour moi c'est trop peu mis en avant, surtout en France, alors qu'en fait c'est une mine d'or. Alors pour la petite anecdote, ce livre, il y a très longtemps, parce que voilà, je suis très jeune. C'est en fait je crois que c'est le premier livre que j'ai lu en tout cas sur les émotions et je l'ai lu quand j'avais 12 ans. Ah ouais. Et je l'ai découvert par hasard. Ouais. Chez mon grand-père. Génial. Et je lui ai pris. J'ai chouré. C'était pour la bonne cause. Voilà. Et en fait, c'est le premier livre que j'ai lu et qui m'a énormément inspiré. Et puis je l'ai encore, en fait. Enfin, j'ai pas celui de mon grand-père, mais du coup, je l'avais racheté. Ouais. Et du coup, ouais, c'est un livre que j'aime bien relire. Clairement. Donc voilà. Lisez-le. Il est chouette. Ouais, clairement. C'est un peu costaud au démarrage, mais ouais. Mais il est super intéressant, ouais. Si tu devais me donner une de tes principales qualités, ça serait laquelle? Et pourquoi, bien sûr? Celle que moi je pense ou celle qu'on me donne en règle générale? On peut aller sur les deux. Alors celle que moi je pense en l'occurrence, c'est vraiment ce côté dynamique. Pour moi, j'aime que les choses, faut que ça avance, faut que j'aime bien driver, tu vois, quand je suis avec des gens, avec moi, j'aime que les gens bougent et j'aime transmettre mon énergie pour les aider. Même si tu veux, j'en ai tellement. J'aime bien booster en fait les personnes qui sont avec moi ou en collaboration ou en coaching ou autre. Parce que je trouve qu'en fait l'énergie c'est la base de tout et en fait quand on est motivé et drivé, on fait des miracles la plupart du temps. Et on va au-delà aussi généralement de soi-même grâce à ce dynamisme, ce boost. Et celle qu'on me donne souvent, alors j'en ai deux là qui me viennent, c'est le côté bienveillance et l'écoute, qui font partie alors certes de mon métier, mais qui sont pour moi essentiels en fait au niveau de l'échange humain. Ouais, l'écoute active. L'écoute active, exactement. Et ouais, c'est quelque chose qui se développe en fait. Ouais, clairement. Il faut apprendre à écouter. Ouais. C'est pas évident pour certains. Ça, c'est sûr. C'est quoi ton principal trait de caractère? Principal trait de caractère. Bonne question. Je dirais du coup ce qui me vient comme ça, peut-être généreuse, mais je sais pas si c'est mon principal trait de caractère. C'est pas évident comme question en fait, finalement. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Ouais, j'aime bien ce côté générosité, ça me qualifie, hein, bien évidemment. Après, est-ce que c'est le principal, tu vois, point d'interrogation, mais c'est ce qui me vient, donc je vais répondre ça. Allez, une petite dernière. Allez. Une citation qui te guide dans ton quotidien. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Il n'y a que des rencontres. Exactement, jamais de hasard dans la vie. C'est vrai, hein. Non. Il n'y a que des rencontres qui, voilà. Dans le bon ou dans le mauvais sens. Ouais, mais t'as toujours quelque chose à prendre. Peu importe. En fait, c'est jamais pour moi bon ou mauvais sens, parce que même si c'est sur l'instant mauvais sens, en fait, t'as toujours quelque chose à comprendre. Oui, t'as toujours quelque chose. En fait, pour moi, alors c'est ma vision des choses, mais l'univers te parle. Enfin, moi, je mets le mot univers, on met le mot qu'on veut derrière. Et pour moi, l'univers t'envoie toujours, en fait, à partir du moment où t'es ouvert à ça et que t'es prêt à avancer sur toi, en fait, l'univers t'envoie des signes. Et les signes, ça peut être aussi, en l'occurrence, des rencontres. Et c'est pour ça qu'il y a jamais de bonne ou de mauvaise rencontre. Il y a toujours un message, en fait, derrière à comprendre. Même si sur l'instant, tu le vis pas forcément bien,
pour X ou Y raison, ou que ça s'est pas forcément bien passé, mais en fait, t'as quelque chose à comprendre de plus derrière. Après, c'est à toi d'aller comprendre ce que t'as... Ouais, sur le chemin, il y a toujours des épreuves après. Exactement. Et du coup, à nous après de comprendre. C'est ça, pour grandir. Parfois, on comprend qu'après. Mais bien sûr. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ton cerveau l'a vécu, il a conscientisé quelque part la chose. Après, de là à le comprendre, c'est l'étape suivante, mais c'est en toi, en fait, tu vois, ça, le moment que t'as vécu, par exemple, avec cette personne, que ce soit bien ou mal passé, tu l'as vécu, donc ton cerveau a enregistré les informations, et après, en fait, il va assembler comme un puzzle, tu vois, au fur et à mesure des informations que tu vas avoir autour de toi. C'est pour ça qu'après, on a les fameux insights, cette prise de conscience, finalement. Un jour ou l'autre, tu te réveilles, tu dis, mais ça y est, j'ai compris. Oui, mais en fait, c'est l'accumulation de tout ce que t'as eu jusqu'à présent, quoi. Merci. Oui, je t'en prie. Pour ce petit portrait chinois. On va revenir un peu sur ton parcours. Tu peux nous le retracer un petit peu de manière synthétique? Ouais, synthétique, ça bien précisé. Sinon, on est là pour 3 semaines. Alors, de manière synthétique, je dirais que donc moi, à la base, je viens du marketing. Donc, j'ai fait 10 ans de market, où j'ai été dans le marketing opérationnel, tout ce qui était événementiel. J'ai été chef de projet dans un premier temps. Après, ça, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais j'ai été aussi dans le marketing touristique. Donc, j'ai vécu à Londres pendant quelques mois, pour le coup, dans le marketing du tourisme. Et après, j'ai rebasculé on est venu me chercher pour faire du marketing produit. Et du coup, donc, j'ai été à ce moment-là responsable du portefeuille numéro 2 de la société dans laquelle j'étais. Donc, c'était un métier, certes, en soi très intéressant, parce que pareil, t'apprends toujours, etc. Sauf que c'est un métier dans lequel, à un moment donné, je me suis plus reconnue. Alors, il y a eu un changement de direction dans le cadre de l'entreprise aussi qui a joué, mais dans le métier en tant que tel, finalement, je me perdais au niveau des valeurs. C'est-à-dire, je me disais, ok, c'est cool, c'est un métier qui est intéressant, mais quel est le sens? Quelle est mon utilité dans tout ça? Qu'est-ce que je fais là, en fait, finalement, tu vois? Et alors t'apprends, mais pour moi, il manquait l'échange, le partage, tu vois, le sens, en fait, réel des choses. Et je commençais déjà à m'interroger pour me dire, le salariat, c'est bien, ce type de métier-là, c'est intéressant, mais il me manque un truc, tu vois, il me manque l'échange, le partage, l'humanité, tu vois, le contact, et surtout de me dire que je me sens utile à ce que je fais, quoi. Là, pour moi, j'avais pas l'impression de me sentir utile. Donc, j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là sur ce que je voulais vraiment faire, finalement, de ma vie. L'entrepreneuriat, je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis laissé cette porte ouverte, alors que chez moi, il y a aucun entrepreneur dans ma famille et que c'était un peu lunaire, tu vois. Et en fait, ce qui a accéléré le processus, c'est qu'à ce moment-là, j'ai fait un burn-out très, très, très carabiné, entre autres, par rapport à l'entreprise dans laquelle j'étais, parce que j'ai vécu des choses qui ont été... il y a une forme presque de harcèlement, on va dire, dans une certaine mesure, et plus des choses personnelles qui se sont accumulées ont fait qu'en fait, tout a craqué. Donc, j'ai fait un burn-out très violent, puisque il y a plusieurs stades dans le burn-out. Je suis arrivée au stade juste avant le suicide. Et c'est vrai que, si tu veux, cette période-là de ma vie, pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, elle est hyper enrichissante pour moi. Ça a été hyper dur, je le souhaite à personne, mais pour moi, ça a été salvateur, en fait. Parce que je suis quelqu'un, j'ai un caractère qui fait que si je vais pas dans le mur, en fait, j'ai du mal à comprendre des fois les choses. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, c'est même pas je crois, c'est sûr, c'est que j'avais besoin d'aller dans le mur pour passer à autre chose dans ma vie et pour comprendre, tu vois, un certain type de message à ce moment-là. Et en fait, le burn-out, c'était le fait d'aller dans le mur. Et donc moi, je me suis retrouvée un peu, j'aime bien cette image, je suis dans le fond de la piscine et c'est soit navré, mais tu clames, ou tu donnes, tu sais, le fameux dernier élan, dernier coup de pied, tu sais, où tu t'appuies pour remonter à la surface. Et en fait, bien sûr, j'ai choisi cette deuxième option, on va dire, donc j'ai appuyé dans le fond de la piscine pour remonter. Alors autant te dire que ça a été la remontée la plus dure de ma vie parce que tu passes par toutes les phases possibles et inimaginables, mais en même temps c'est grâce à ça en fait que j'ai vraiment été dans l'introspection plus de qui j'étais, et c'est là où j'ai vraiment appris à me connaître finalement. Et c'est aussi à ce moment-là où quand tu perds totalement, moi j'ai perdu totalement confiance en moi à ce moment-là, dans cette période-là de ma vie. C'est pour ça que j'ai pris conscience aussi de l'importance, tu vois, de se connaître et d'avoir confiance en soi, qui sont pour moi les 2 piliers essentiels dans sa vie pour pouvoir finalement avancer et remonter à la surface, tu vois. Et en fait, c'est tout ce cheminement-là qui a fait que je suis remontée à la surface, et après j'ai imbriqué les choses par la suite, et donc c'est là où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai repris les études, alors que j'étais en burn-out, donc c'était super dur, mais je suis hyper fière de ça, parce qu'en fait, j'en ai chié, mais c'était hyper cool. Et en fait, donc j'ai repris les études, j'ai refait un master de coaching en développement personnel et professionnel pour avoir justement... Alors à l'époque, le coaching n'était pas aussi galvaudé que maintenant, c'était un vrai métier, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, tu connais mon point de vue, il y a tout et n'importe quoi, donc faites attention d'ailleurs, tous les coachs qui vous entourent. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, voilà, pour moi, ça a été un moment hyper enrichissant. Et donc cette reprise d'études a été difficile, mais encore une fois, m'a permis de comprendre tout un tas de choses, moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le burn-out, pour vraiment l'analyser, le comprendre, parce que c'est mon mode de fonctionnement. Donc j'ai compris vraiment tout un tas de choses, le mécanisme du cerveau, comment ça fonctionne, etc., sur soi et ce que ça engendre, etc., etc.
En fait, c'est comme ça que j'ai appris en résumé à me connaître. Et donc, je me suis lancée après dans le coaching. Avant ça et entre parenthèses, j'ai fait aussi de la formation. J'étais formatrice. Et puis en parallèle de tout ça, parce qu'il y a des parallèles de parallèles de parallèles, je suis danseuse, prof de danse et photographe. Et du coup, c'est cet ensemble d'univers dont j'ai besoin et qui fait partie intégrante justement de ma personnalité. J'ai besoin d'un côté très, je dirais peut-être plus, je veux dire structuré, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais tu vois, plus, on va dire structuré, c'est celui qui me vient. Et avec un univers aussi plus artistique. J'ai besoin vraiment du combo des deux pour m'éclater en fait dans ma vie et faire différentes choses. Je comprends. Je comprends le côté artistique. Je comprends bien même. J'adore la photo. Ah, encore un point commun que... Après, je danse pas, mais j'adore tout ce qui est danse. En fait. Ouais, ok. C'est tellement, en fait, c'est vachement beau, en fait, de voir les spectacles de danse. En fait. Et après, Ouais. j'adore la musique et surtout le piano. Cool. Voilà. Donc, ouais, le côté artistique, je trouve que ça a du bon parce que c'est un bon moyen aussi de s'évader, de se déconnecter, je trouve. De se déconnecter, oui, clairement, c'est aussi un moyen de se connaître. Parce qu'en fait, dans l'artistique, alors moi je vais prendre les univers que je connais le mieux, la danse et la photo. Et en fait, t'apprends à connaître, notamment dans la danse, t'apprends à connaître ton corps, t'apprends aussi à te déplacer, t'apprends à comprendre les mouvements du corps en fait. Et moi je m'en suis vachement servi, par exemple, dans la prise de parole en public. Puisqu'en fait, la connaissance de ton corps, le déplacement, le mouvement, parce qu'en fait on se rend pas compte, marcher, certes on le fait naturellement, mais moi je le fais faire, je l'ai fait faire à personnes avec qui j'ai travaillé, ne serait-ce que leur demander de marcher d'une certaine manière en prenant conscience de leur marche, là pour le coup c'est pas la même histoire. Et là souvent les gens se disent mais je sais plus marcher quoi. Bah oui, parce qu'on reprend les bases en fait. Et c'est vrai qu'il y a un transfert du poids du corps, il y a plein de choses qui se passent. Et si t'as pas conscience de ça, tu n'as pas la maîtrise de ton corps. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un ensemble de choses qui pour moi sont complémentaires, tu vois, les unes aux autres. Et du coup oui, pour répondre à ta question, le milieu artistique, ça permet d'apprendre à se connaître, ça permet de finalement de s'introspecter d'une autre manière et de se servir en fait des complémentarités. Moi je pars du principe que les complémentarités finalement sont essentielles pour arriver aux objectifs que tu veux atteindre quoi. Dans l'artistique, il y a beaucoup d'émotions aussi. Ça. Clairement, parce qu'en fait finalement ça permet d'exprimer les choses, d'exprimer un message en fait, parce que tu connais, il y a le côté verbal, non verbal, paraverbal, moi que je vais utiliser notamment dans la prise de parole en public. Et ton corps, du coup, donc la partie vraiment non-verbale, exprime énormément de choses, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que de comprendre qu'en fait les mots, bien souvent, c'est qu'une toute petite, alors les stats, généralement, on n'est pas tous d'accord sur les chiffres, mais c'est une toute petite partie qui te permet de transmettre un message. En fait, t'as tout le reste autour, et le reste est souvent négligé, à tort, alors qu'en fait, ton corps, c'est les émotions, c'est la transmission du message, je te rejoins à 10 000%, clairement. On va parler de mental, on est là pour ça. Allez. Parler du tien. Si tu devais le définir, ce mot, tu le définirais comment? Alors, le mental, pour moi, c'est finalement... Pour moi, ça part déjà des pensées, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui te conditionne, ce qui conditionne ton atteinte d'objectifs, c'est ta base. C'est-à-dire que le mental, pour moi, c'est le démarrage de beaucoup de choses. Et le démarrage, pour moi, je le qualifie aux pensées. C'est-à-dire que tout ce que tu vas penser, finalement, aura un impact. C'est pour ça qu'on dit souvent, et je pars du principe que c'est hyper important, mais d'être vigilant à ses pensées, parce que c'est l'essence même de tout. Et en fonction des pensées que tu vas avoir, qu'elles soient positives ou négatives, et forcément, tu auras une connotation ou un effet, en tout cas de cause à effet, positif ou négatif. Donc, je dirais le mental, c'est vraiment cette notion des pensées, ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et t'aider à atteindre tes objectifs. Est-ce que tu utilises des outils on parle souvent d'outils dans la préparation mentale. Ouais. Bon, après, voilà. On met le mot qu'on veut. Mais est-ce que toi, personnellement, pour ta pratique personnelle, est-ce que tu utilises des choses plus que d'autres? Alors, en fait, je dirais que comme pour moi, tout est relié, en fait, tu travailles de toute façon à un moment donné ou un autre en lien avec ton mental. C'est-à-dire que quand tu fais... moi, je vais parler comme tu me dis, de moi. Donc, moi, je fais beaucoup de méditation. J'apprends à réellement méditer. Alors, autant te dire qu'au départ, c'était un peu... c'était très compliqué. Quand t'as un cerveau avec 10 000 idées à la demi-seconde, c'est se canaliser, c'est tout un... Presque, j'allais dire, tout un exploit, mais je vais le dire, parce que c'est vraiment ça. Au départ, c'était une tannée, c'est-à-dire que pour moi, quand j'arrivais en méditer, je pensais à ma liste de cours, je pensais à d'autres projets, je pensais à ce que j'avais pas répondu aux clients, je me disais, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Je suis là, je suis assis, je ferme les yeux, mais en fait, mon cerveau, il tourne à 10 000, quoi. Et en fait, c'est à force de persévérance, de répétition, de compréhension aussi de ce que c'est que la méditation, que j'ai appris à faire ça et que j'ai réussi, puisque maintenant j'arrive, et j'en suis super fière, j'arrive à méditer, j'arrive à mettre quelque part
on va dire, mon cerveau sur off, entre guillemets, parce que j'aime pas trop cette notion-là, mais c'est pour imaginer ce que je veux dire. Et en fait, à vraiment me concentrer sur moi, parce que pour moi, aujourd'hui, le but de la méditation, c'est un peu, c'est tourner ton troisième œil vers toi-même, quoi. Et pouvoir aller chercher, justement, parce qu'on dit qu'on a tous les réponses à l'intérieur de nous, et c'est vrai. C'est-à-dire que il faut aller chercher ces réponses-là. Et souvent, c'est pour ça qu'on dit que quand tu vas chercher des réponses, c'est à travers l'hypnose, enfin, en tout cas, ta partie inconsciente, subconsciente, que tu vas aller chercher les éléments. Et ça, tu peux être capable de le faire toi-même, alors avec de la pratique, avec de la patience, chose aussi que j'ai apprise. Pour information, Sébastien lève les yeux au ciel quand je dis ça. et c'est vrai que voilà, avec la patience que j'ai appris à travailler aussi, bah tu tournes ton troisième œil vers toi-même et t'arrives à obtenir en effet des réponses des fois bluffantes. Et donc bon, j'en suis dans les prémices, on va dire, mais c'est ultra intéressant. Donc moi, clairement, voilà, pour répondre à ta question, je dirais méditation pour travailler, mental, visualisation, on en a parlé aussi, mais la vraie visualisation, c'est-à-dire que apprendre à comprendre que quand tu visualises, il faut que tu visualises avec les émotions. En fait, il faut que tu fasses ressentir les choses à ton corps, parce que si tu visualises juste une jolie image devant tes yeux, à un moment donné, ça va pas arriver, en fait. On n'a pas de baguette magique. C'est juste que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est énergie. Et quand tu visualises, tu vas faire en sorte d'activer, en fait, tes émotions, donc tes cellules, les cellules énergétiques qui est autour de nous. Et c'est ce qui va enclencher après la fameuse loi d'attraction. Et donc, forcément, il faut visualiser du positif, parce que, ça attire du positif. L'inverse est vrai aussi. Et donc, voilà, donc la visualisation est un très bon outil. Quoi d'autre? Je dirais, après, tous les outils pour moi qui permettent de te connaître, quoi. Tu vois, enfin, nous, en coaching, on va parler des drivers, on va parler, il y en a tellement, tu vois, tous les outils XY, même, tu parles de l'énéagramme, le disque. Forcément, moi, j'ai parlé du human design, etc. Tout ça, ça te donne des informations qui permettent de mieux te connaître, et plus tu te connais, plus t'as un impact, en fait, sur ton mental, sur tes pensées, parce que tu vas switcher, en fait, quoi, sur plein de choses. Ça permet de gagner du temps aussi. Ouais, clairement. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le mental, c'est comme un muscle. Donc il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner, exactement. Et ça prend du temps de devenir expert à un moment donné de son propre mental. Ah, ça, c'est clair. Et c'est comme dans le sport, hein, je veux dire, on n'apprend pas, ou même à marcher, quoi. Ouais. Enfin, on reprend la marche. Ouais. Bon, on n'a pas su courir tout de suite, quoi. Usain Bolt, il a pas couru suite à en moins de 10 va secondes. savoir. Donc il a appris à marcher comme tout le monde, d'abord à quatre pattes, et puis il a travaillé pour arriver là où elle en est. Donc quelque part, c'est bien d'avoir cette image de c'est étape par étape. Il faut être patient parce que ça prend du temps. Et pas se décourager. Et puis voilà. C'est exactement ça, ouais. Et je te rejoins vraiment là-dessus. Je pense que c'est super important, c'est que justement, en fait, on n'a rien sans rien, et qu'en effet, il faut persévérer comme dans tout, mais encore plus, je pense, sur le mental, parce que faut pas oublier qu'on est conditionné et que le mental, on a été pendant X années, peu importe à partir de quand on prend conscience de ça, mais il a été conditionné pendant X années. Et que tu ne déconditionnes pas comme ça en un claquement de doigts. Et c'est pas en faisant 2 méditations que tu vas te déconditionner. Enfin, si je caricature un peu, mais c'est l'idée, quoi. Et donc je te rejoins vraiment où t'as raison, c'est-à-dire qu'il faut être patient, il faut entraîner, muscler et continuer d'avancer au fur et à mesure, quoi. Mais la méditation, je te rejoins, moi c'est très compliqué pour moi, la méditation. Ça l'était pour moi au départ, tu vois, tout se fait. Bon, après moi j'ai trouvé d'autres trucs pour... Mais bon, chacun son truc. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que chaque individu est unique. Et je le répète très souvent, je suis contre les méthodes toutes faites qu'on nous vend, parce que pour moi c'est du bullshit. Chaque personne est unique, a une histoire de vie unique, une éducation unique avec ses parents qui peuvent aussi apporter du conditionnement qu'eux-mêmes ont reçu. Et souvent, ce qui est important, c'est de partir de ses besoins à soi, de son ressenti, de son histoire, de trouver ses propres outils, construire ses propres outils. Ça se trouve, c'est des outils qui existent même pas, mais qui par rapport moi j'aime bien utiliser l'entretien d'explicitation. Et souvent quand les gens explicitent comment ils vivent les choses, qu'est-ce qu'ils font déjà eux-mêmes pour aller mieux, très souvent on se rend compte qu'ils ont déjà leurs propres outils à disposition, et il suffit simplement de les optimiser un peu. Ah, puis tellement, parce qu'on a tout en soi déjà de base. J'aime bien cette notion on a nos idées, nos informations et nos réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est hyper important ce que tu dis. Moi je le répète toujours aussi aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que essayez les outils qu'on vous propose, parce que c'est toujours intéressant d'essayer. Moi, j'aime bien cette notion aussi de sortie de zone de confort, tu vois, pour apprendre à se connaître et pour essayer vraiment de tester les choses. Mais c'est en testant que tu vas voir si ça te convient ou ça te convient pas. Et si ça ne te convient pas, il faut, si tu sens surtout que ça te convient pas, il faut pas forcément persévérer. C'est pas parce que ton voisin d'à côté, ça va fonctionner pour lui, que toi, t'as besoin de cette même méthode, en fait. Non, parce que, tu l'as très justement dit, c'est-à-dire qu'on a tous notre parcours de vie, on a tous nos baskets, j'ai envie de dire, et qu'on n'a pas les baskets d'à côté, tu vois. Et elles sont plus ou moins usées, plus ou moins
avec un vécu différent. Et en fait, t'as besoin, sur ton propre chemin, d'un certain type d'outils. Et tu le testes, mais c'est pas parce que ça fonctionne pour celui d'à côté que toi, tu vas prendre les mêmes, bien au contraire. Donc, faut tester et voir ce qui te parle à toi. Et vraiment aller dans ce sens-là, c'est hyper important, clairement. On va parler de quelque chose sur lequel tu travailles avec les gens en général, la confiance. Et là, on va parler de la tienne. Comment ta confiance, elle s'est bâtie pour toi? Est-ce que alors j'ai deux profils généralement dans le podcast. J'ai des invités qui ont eu des parents hyper soutenants, qui les ont laissés faire les choses et qui les ont soutenus et qui du coup ont construit une solide estime d'eux-mêmes et une belle confiance en eux dès le départ. Et elle s'est consolidée avec le temps. Et il y en a d'autres qui ça n'a pas toujours été forcément le cas. Et en fait, c'est par les chutes, les erreurs qui se sont finalement, ils ont pris conscience de leurs forces, de leurs faiblesses et qu'ils ont construit leur confiance avec le temps et l'expérience. Toi, t'es dans quel profil? Comme souvent dans ma vie, ni dans l'un ni dans l'autre. Forcément. Je suis l'électron libre bien souvent qui rentre dans aucune case. Ça s'est souvent vérifié d'ailleurs, et là encore, c'est-à-dire que moi je suis un peu un mix des deux. Dans le sens où, alors moi je suis partie à 17 ans de chez mes parents pour un contexte familial qui était compliqué, pour le coup. Mais d'un autre côté, j'ai pas été, en fait je peux pas dire que j'ai été soutenue, mais j'ai pas forcément été non plus, comment on peut dire, l'inverse de non soutenue, je cherche le synonyme. Pas accompagnée? Oui, enfin voilà, en fait j'ai pas été forcément valorisée. Ni soutenue, ni tu vois, ni l'un ni l'autre en fait. C'est-à-dire que c'était relativement neutre. Par contre, mon contexte familial était compliqué. Du coup, donc moi je suis partie à l'âge de 17 ans, donc en fait, je suis partie sans avoir l'impression ni d'être soutenue, ni d'être forcément, tu vois, abandonnée ou autre. Donc en fait, c'est vraiment cet entre-deux qui fait que j'ai quand même la sensation de m'être construite seule pour le coup. Bien que mes parents étaient quand même là si j'avais besoin, mais c'était un choix personnel aussi de me détacher pour tout un tas de raisons. Et du coup, donc cette construction finalement de manière solo fait que t'apprends aussi plus vite en règle générale que la moyenne parce que en fait tu te mets dans un contexte où voilà, faut que t'avances et t'es seule et du coup il faut que ça se passe bien parce que t'as pas le choix non plus. Donc en fait moi c'est un peu voilà un mix des deux qui fait que ma confiance elle a pas mal fluctué aussi quelque part, tu vois, il y a eu des périodes où j'ai eu énormément confiance en moi. Le burn-out, par exemple, en l'occurrence, m'a complètement fait perdre confiance en moi. Et il a fallu que je retravaille, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour remonter, en fait, de cette fameuse piscine. Et c'est ça où toute cette remontée m'a fait reprendre confiance en moi pour la regagner, en fait. Donc je dirais que, voilà, ça fluctue et c'est normal. On n'est jamais systématiquement sur une stabilité parfaite et heureusement, parce que sinon on se ferait chier aussi, quoi, quelque part. Alors, même si je sais qu'il y en a qui vont me dire les épreuves, c'est toujours douloureux, c'est toujours... Oui, mais c'est ça qui te permet aussi de te construire, de te connaître. Enfin, pour moi, je pars du principe que n'importe quelle épreuve, aussi difficile soit-elle, il y a toujours du positif à en tirer, même si on ressent un sentiment d'injustice à ce moment-là. Il faut essayer d'en tirer le maximum, en fait, à chaque fois, parce que c'est dans ces éléments-là que tu apprends réellement à te connaître et que tu construis, en fait, ta confiance. Donc moi, pour répondre, ça a été un mix des deux, des épreuves, des hauts, des bas, une confiance que j'ai construite toute seule. Et en même temps, si j'avais besoin, je pouvais... Enfin, j'étais pas si seule que ça. C'était un choix, en fait, quoi, si tu veux. Ok. Alors, c'est vrai que... nouveau profil. Et voilà, t'en as un troisième, maintenant. Mais je pense que bon, c'est un peu... Mon profil, c'est aussi quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on adapte et... Oui, oui, c'est ça, ouais. On interprète aussi, des fois, différemment notre parcours, quoi, donc... on va continuer. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Même pas peur. Même pas peur? Alors, oui, t'as une question en particulier ou tu veux que je te donne mon avis déjà, c'est comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler ou pas? Parce que souvent, il y a des gens, le regard des autres, c'est tellement important que ça les inhibe complètement quand ils ont quelque chose à faire, de peur que le regard de, je sais pas, de leurs parents ou de quelqu'un. Ouais. Ça, du coup, ils sont complètement inhibés, du coup, ils se lancent pas du tout dans dans ce qu'ils auraient envie de faire. Ouais. Puis il y en a d'autres, ils ont appris à faire avec et en fait, ils arrivent à faire à l'abstraction, en fait, de ce regard-là parce que ils considèrent que c'est leur projet à eux et que... Souvent, de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est la base, en fait, de bien souvent l'éducation que tu as reçue, puisqu'en fait, là, le regard des autres va être relié directement à ton estime de toi, qui vient de ton éducation, de comment t'as vécu, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Et en fait, donc ça dépend en effet, du regard que
tes parents, bien souvent, en tout cas les gens qui t'ont éduqué, ont porté sur toi, qui fait qu'en fait t'as une bonne ou une mauvaise estime de toi, qui a fait, après, par effet ricochet, te permet d'avoir confiance ou pas en toi. Parce que tout est relié en fait en règle générale. Et du coup, pour répondre à ta question me concernant, le regard des autres, je dirais qu'en fait c'est pareil, ça a fluctué. Il y a eu un moment, une période de ma vie où je m'y attardais beaucoup et j'avais besoin en fait justement, parce qu'ayant grandi seule quelque part, t'as besoin en fait, tu cherches le regard des autres pour essayer de te comprendre, pour essayer de te construire, pour essayer d'avancer avec des repères que tu te mets toi-même. Et en fait souvent les autres sont ton repère à ce moment-là. Alors bon ou moins bon à certains moments. Et puis après, tu prends conscience qu'en fait leur regard c'est avec leur prisme, c'est avec leur vision, c'est avec leur chemin de vie comme on disait, et que leur regard sur toi est quelque part parfois un peu biaisé par rapport à tout ça, et qu'en fait il y a des choses à prendre et des choses à ne pas prendre. Donc en fait j'ai travaillé sur ça pour prendre les choses qui moi me parlaient, me permettaient d'avancer, qu'elles soient bonnes ou difficiles à entendre, hein, bien évidemment, parce que les deux sont importants aussi à avoir. Mais aujourd'hui, si tu veux, dans la continuité de ça, vu que j'ai travaillé moi énormément autour de ma confiance en moi, parce que sinon pour moi ça va de soi, tu travailles d'abord sur toi avant de travailler avec les autres. Et de ce fait-là, j'ai travaillé aussi sur ces éléments. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, pour moi, le regard des autres, en fait, je m'en sers comme une force qui me permet d'avancer et d'un point de repère dans les choses qui me permettent de me dire, ok, là, peut-être que j'ai ça à améliorer, mais en fait, c'est toujours positif, c'est-à-dire que je ne le subis plus. À aujourd'hui, pour moi, c'est un atout que je décide de prendre et d'utiliser ou pas, mais contrairement à avant où je pouvais subir les choses, là, c'est plutôt quelque chose qui, moi, me porte et va me permettre d'avancer dans tous les cas. Donc c'est positif, en fait, aujourd'hui pour moi. Ok. Après, je rebondis sur une chose, là. J'ai presque perdu le fil de ma pensée, oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est important, en fait, si vous devez un jour vous faire accompagner par un coach ou quel que soit le titre. Mais en fait, c'est important. En fait, nous, en tout cas moi, dans ma profession, en tout cas, c'est de continuer à être accompagné aussi, supervisé dans les choses. Donc, si vous voyez que en fait vous travaillez avec quelqu'un qui n'est pas supervisé, déjà, ça peut vous donner un indicateur, parce que on est obligé de. Enfin, en tout cas, pour moi, dans ma conception des choses, la formation continue, elle est indispensable. Se remettre en question, c'est indispensable. Apprendre des nouvelles choses. Et surtout être supervisé, parce que on est des humains et on a aussi besoin on ne peut pas que prendre et nous ne pas échanger, quoi. Clairement. Oui, puis il faut être supervisé, quoi. Ouais, clairement, ça c'est sûr. Et puis il faut aussi se rendre compte qu'on retombe vite aussi dans nos travers parfois, tu vois, quand justement tu n'es pas supervisé. On est humains, comme tu le dis, on n'est pas des machines, et qu'à un moment donné, dans les coups de mou, ou même quand on est coach, accompagnant, ou peu importe la spécialité qu'on a, mais on est des humains, donc on a aussi nous-mêmes des coups de mou, et qui font que ça peut être aussi dangereux à ce moment-là pour la personne en face si tu te rends pas compte de ça et si tu travailles pas sur toi derrière. Et deuxième point, moi j'aimerais juste rajouter aussi par rapport à ça, donc d'être supervisé, c'est aussi une piste qui peut être intéressante pour savoir si le coach est, à mon sens, à mes yeux, fiable, c'est quand il fait du sur-mesure en fait, un côté personnalisé, parce que souvent on a des programmes en fait en long, en large et en travers qui sont les mêmes pour la personne A, B, C ou D, sauf qu'on est tous uniques, comme on l'a dit tout à l'heure, on a tous des chemins de vie, une éducation, une culture différente, et qu'on ne peut pas en fait travailler les mêmes choses. Enfin, je veux dire, moi je vais parler sur ma thématique là, entre autres, la confiance en soi. La confiance en soi, en l'occurrence, c'est pas la même pour Pierre, Paul ou Jacques, quoi. Parce que déjà tu ne sais pas forcément ce que c'est, tout le monde n'a pas la même définition, et en fait c'est important que ce soit personnalisé pour que ce soit efficace. Oui, totalement. En tout cas, c'est l'individualisation, pour moi, elle est indispensable, et à partir du moment où vous dupliquez, vous faites du copier-coller, pour moi, ça, en tout cas, il y a des grandes chances, vous pouvez essayer, hein, mais en tout cas, il y a des grandes chances que vous arriviez pas à trouver les bonnes solutions pour vous, quoi. Ou que ça tienne pas dans le temps, c'est souvent ça. C'est que ça peut marcher sur un temps, mais comme c'est pas 100% fait pour toi, le côté pérenne, il est pas forcément là jusqu'au bout, quoi. Ok, on va parler de motivation. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Enfin, c'est quoi ta méthode à toi pour te motiver? Alors, même si on sait que la motivation, elle fluctue, ouais. Elle fluctue, quand on fait du surf. C'est ça. Justement, et c'est ça qui est super intéressant, tu vois, notamment dans le human design. En fait, t'as des centres énergétiques qui permettent de savoir, en fait, en termes de motivation, avec quoi tu es né, entre guillemets, de base. Et c'est là où on voit d'ailleurs que, y a des personnes qui sont finalement nées avec la possibilité d'être motivées plus ou moins tout le temps, même si ça fluctue, et d'autres qui vont déjà avoir plus de difficultés au départ. Donc c'est important déjà ça de l'avoir en tête, comme la confiance en soi, comme en fait l'estime de soi, comme tout un tas de choses si tu veux, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi je trouve que le human design est vraiment magique
pour ces éléments-là parce que ça te permet de savoir toi avec quoi tu pars entre guillemets comme bagage de base pour pouvoir travailler dessus finalement et t'améliorer. Donc en termes personnellement de motivation, qu'est-ce qui me motive? Donc moi personnellement, qu'est-ce qui me motive? Bonne question en fait. Moi c'est vraiment la joie que ça va me procurer en fait dans ce que je fais. C'est-à-dire que après moi ça fait partie aussi de mon profil de Human Design, c'est-à-dire que la joie pour moi est quelque chose qui me donne énormément de satisfaction et mon booster en fait et mon driver dans les projets que je vais avoir. Et donc ça c'est hyper important pour moi. Alors bien sûr qu'on ne peut pas toujours faire tout le temps ce qui nous met en joie. On a des trucs genre l'admin personnellement ou créer les factures ou faire sa déclaration à l'URSSAF, c'est moins fun. Hein. Franchement je prends pas un kiff de dingue non plus. Mais sur le reste en tout cas j'essaye d'avoir des projets qui me drive ou des partenariats ou des gens avec qui je m'entoure qui me procurent tu vois de la joie et du sens en fait par rapport à ce que je fais. Et c'est en partie pour ça tu vois que ça va me booster, me motiver. Ce qui me motive aussi, c'est quand je vois le résultat en fait de mes clients, en l'occurrence, et quand t'as des clients qui te disent bah t'as changé leur vie, tu te dis waouh, enfin tu vois c'est un retour qui est tellement fort, tellement puissant, et tu vois qu'en fait il y a tellement de choses qui ont changé dans leur vie que ça moi ça me booste, enfin c'est un effet booster et motivationnel pour moi de manière plus quoi. Ouais, t'as un peu le même effet que ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on se sent utile. Ouais, c'est ça. Une notion de d'utilité, de sens, d'avoir permis à quelqu'un de s'élever, de se mettre en action. Et, c'est un sentiment qui est un peu difficile à décrire, mais c'est très, enfin ça fait énormément de plaisir quoi. C'est hyper fort. c'est ça. C'est hyper fort quoi. Enfin moi je vois ce côté. Voilà, puis moi je sais que je prends du plaisir sur plein de choses aussi, mais c'est l'accumulation de tout ça qui fait que tu vois t'as cette joie décuplée. Et oui, mais comme tu dis, ce sentiment de changer la vie de quelqu'un, enfin c'est tellement intense pour lui comme pour nous en fait quoi. Et c'est magique, c'est magique. Clair. J'ai envie de te parler de pression et de stress. Allez. Bon, alors je sais que bon, du coup t'as bossé dans le marketing. Bon, tu nous as dit que bah voilà, ça avait été à un moment donné une sorte de surcharge mentale avec beaucoup de travail. Voilà, certainement de la pression de résultats. Exact. Génération du coup de stress parce que peut-être des priorités à faire aussi. Souvent on stresse parce qu'on sait pas comment prioriser les choses aussi. Et du coup, là, c'est un vrai taf de savoir prioriser ses actions. Ouais. Ça, il y a plein d'outils pour le coup. Ouais, il y en a plein. Mais bon, il y en a qui les utilisent pas. Ils sont comme encore la to-do list. Et la to-do list fonctionne très bien, mais si elle est correctement utilisée. Ça, là, c'est généralement, enfin voilà, pour info, la to-do list, ouais, c'est pas une liste que tu as avec 50 tâches les unes listées les unes derrière les autres. C'est 3 colonnes. Première colonne, c'est la to-do list en fait de la journée avec 3 tâches majoritaires, 3 grosses tâches, et c'est tout. La deuxième colonne, c'est tes objectifs que tu vas avoir, tes 5 objectifs à la semaine, et le reste, c'est ton vide de grenier mémoire, on va dire, je sais pas comment on dit ça. C'est un peu ta décharge en fait mentale justement, où là tu vas mettre toutes tes tâches qui te viennent, même si t'en as 150, mais au moins tu les poses sur papier, ça t'évite de garder ça en tête en permanence. Que moi pendant très longtemps, tu vois, je gardais toutes les idées en fait en permanence, c'est-à-dire que je me forçais à ne pas oublier les choses, et je les notais pas. C'est un truc tout con, hein, mais le fait de décharger ça, et d'avoir une colonne ou une liste en tout cas où tu mets toutes tes idées, et après tu vas piocher pour finalement chercher tes éléments. Qu'après la to-do c'est ça, c'est qu'en fait tu fais switcher les tâches d'une colonne à une autre, qui te permet d'être en fait simplement très précis chaque jour et de pas avoir en fait ces 3 objectifs, en l'occurrence à ta journée maximum. Et encore, faut qu'ils soient quantifiés, c'est-à-dire que de savoir est-ce que cet objectif-là, il va mettre tant de temps à réaliser. Ah ouais, mais si t'as 2 objectifs, je dis n'importe quoi, et qui vont te prendre 4 heures et un troisième qui te prend 3 heures, bah dans une même journée, ça va être compliqué de tout faire rentrer, ou alors tu vas bosser jusqu'à 3 heures du mat. C'est clair. Ça te permet de... C'est un peu comme un ordi, en fait. T'as toujours la mémoire vive, et si t'as trop de trucs ouverts, l'ordinateur ira, mais c'est un peu la même chose, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. C'est un peu la même chose. Ouais. Du coup, dans cette période-là, alors, est-ce que tu utilisais déjà des outils ou finalement tu n'en avais pas? Ouais. Et est-ce qu'avec le temps, maintenant, si tu devais revenir à cette période-là, qu'est-ce que tu utiliserais comme outil pour finalement t'aider? Quand tu dis cette période-là, c'est quoi? C'est quand tu étais dans le market? Ouais, dans la période, c'était dans le market où finalement tu avais plein de choses à gérer. Après, on a toujours plein de choses à gérer dans n'importe quel métier, en fait, finalement, dans lequel tu es. Bah, c'est vrai que dans l'événementiel, en l'occurrence, t'es obligé, quand tu traites avec des prestats, etc., d'être vraiment très, très organisé sur pas mal de choses. Donc, forcément, j'utilisais déjà des outils à cette époque-là. Après, avec le temps, tu vois aussi surtout parce que des fois, tu utilises des outils, comme on disait tout à l'heure, qui sont pas forcément bons pour toi, mais que la société dans laquelle tu es, utilise. La majorité des gens présents dans cette société vont utiliser. Donc, tu te dis, bon, bah, je vais faire pareil, je vais utiliser le même, mais en fait, toi, t'es pas efficace là-dessus parce que, bah, il te correspond pas. Et en fait, tu l'utilises, mais finalement, c'est une perte de temps, quelque part, parce que c'est pas l'outil qui est adapté pour toi, parce que tout le monde n'a pas le même mode de fonctionnement.
Et du coup, donc je dirais que j'avais déjà des outils au départ, mais que j'ai un peu rempli ma boîte à outils au fur et à mesure en fait des éléments. Et surtout, comme j'ai été formatrice gestion du temps et des priorités, forcément après, j'ai ma boîte à outils qui est quand même assez présente. Tu vas avoir, oui, la to-do list, tu vas avoir la matrice Eisenhower qui peut être aussi hyper intéressante si on l'utilise correctement. T'as toutes les lois aussi, mine de rien, qui sont hyper intéressantes. Les lois pour être plus performant au travail. La plus connue, c'est la loi de Pareto, mais t'en as plein, la loi d'Illich, la loi de Parkinson, etc., qui sont des lois qui sont super intéressantes pour te cadrer et te permettre de savoir comment tu peux mieux fonctionner. Enfin, des outils, en fait, il y en a plein, mais encore une fois, c'est de savoir quel est... Je rigole parce que je suis en train de me dire, il y a la loi de Marseille, je vais à la plage. Avec le pastising. Et du coup, tu travailles mieux avec Après, il est plus clair. Voilà. Ok. Allez, j'ai une dernière question pour toi. J'aime bien la poser, celle-là, parce que j'ai toujours des réponses très variées. Ok. Et souvent on entend que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Et t'en penses quoi, toi? Moi, je dirais qu'il y a du oui et du non dans ma réponse, c'est-à-dire, en fait, tout dépend déjà de ce qu'on entend par force mentale, qu'est-ce qu'on entend par ne rien lâcher. Déjà, de base, tu vois, j'ai envie de se poser cette question-là. Après, si pour moi, force mentale, c'est, je dirais, je vais le qualifier comme ça, d'être maître de ses pensées et de sa direction de vie et d'atteindre ses objectifs, etc. Ok. Ensuite, ne rien lâcher, je dirais qu'en fait, ça dépend encore une fois de ce qu'on met derrière, parce qu'il y a le côté ne rien lâcher, persévérance, qui là, oui, forcément, est important parce que ça fait partie des étapes de vie. Enfin, à un moment donné, on n'a jamais tout cuit comme ça dans le bec. Et qu'au contraire, même les échecs, même si on n'aime pas en parler en France, en fait, c'est hyper intéressant, c'est hyper salvateur, et c'est là où on en prend le plus encore de soi-même. Donc, il faut apprendre à accepter l'échec de la manière positive, en fait, de l'échec. Et du coup, c'est ça qui te permet, pour moi, d'avoir cette notion de persévérance. Donc, ne rien lâcher au niveau persévérance, oui. Par contre, ne rien lâcher parce qu'on s'entête, parce qu'on se donne l'obligation d'atteindre son objectif, alors qu'on sait finalement que ça nous correspond pas vraiment, qu'on a changé de direction en cours de route, mais qu'on veut faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, ou qu'on veut s'obliger soi-même à tenir son objectif parce qu'on a notre ego et notre fierté qui se met en route, là je te dis, il n'y a aucune utilité en fait. Donc je pense qu'il faut ne rien lâcher si on est convaincu qu'on est aligné avec soi-même et dans la bonne direction. Par contre, on doit s'autoriser à lâcher si finalement, pour une raison XY, on se rend compte qu'on n'est plus dans la bonne direction, qu'on se rend compte qu'on n'est plus aligné avec soi-même, parce que c'est comme ça, des fois t'avances, et au fur et à mesure de tes avancées, tu te rends compte que là, t'es plus la même personne, t'as plus totalement les mêmes visions des choses, et c'est ok en fait. Et en France, j'ai l'impression que souvent, quand on s'est mis soi-même dans un espèce de carcan, on veut s'obliger à y rester. Alors que non, en fait, grandir, avancer, s'aligner, c'est aussi s'autoriser à changer de carcan quelque part, s'autoriser à ouvrir son esprit, à changer de direction. Et donc, en ce sens-là, je dirais que non, il faut lâcher, en fait, tu vois, si on se rend compte de ça. Donc, comme d'hab, tu vois, j'ai les deux réponses, t'as d'autres questions. Okay. Parce que j'aime bien. En fait, je trouve qu'il y a toujours cette notion d'ambivalence qui est hyper enrichissante et hyper intéressante, mais en fait, tout dépend de ce qu'on pose au départ, tu vois. Après, j'ai envie de souvent, alors moi, c'est ma réponse, mais tout dépend du contexte. C'est ça, c'est ça. Après, moi, ce que j'aime bien lâcher, c'est un peu moi, j'aime bien l'image de la montgolfière, en fait. J'essaye de me délester de ce qui n'est pas agréable sur le moment pour me m'élever, réfléchir, ensuite revenir éventuellement récupérer les sacs et les traiter. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, ce qui me vient là quand tu me parles, c'est j'aime bien cette notion, moi, j'utilise souvent dans des séances un peu de méditation hypnotique, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire cette notion, du ballon. En fait, t'imagines un ballon que tu tiens avec une corde, et en fait, tu vas mettre toutes tes idées un peu noires, tes émotions négatives, toutes les choses, en tout cas, qui te pèsent, tu les mets à l'intérieur de ce ballon, de la manière de ton choix, que ce soit des mots, des dessins, ou peu importe sous quelle forme. Et en fait, c'est de comprendre que, plus tu vas tenir, plus tu vas faire mal au niveau de la main, tu vois, plus ça va te brûler la main, etc. Et qu'à un moment donné, justement, il faut lâcher ce ballon pour que ça s'en aille et que ça sert à rien de te détériorer la main tout seul, parce que bien souvent, c'est toi, en fait, qui retiens des choses et qui sont peut-être plus bonnes pour toi, qui sont peut-être plus forcément nécessaires pour toi. Et c'est ça qu'il faut apprendre, justement, à lâcher pour pouvoir laisser ce ballon s'envoler. Ça rejoint cette notion de montgolfière, en fait, finalement. Ok. Alors écoute, on a fait le tour des questions que j'avais envie de te poser. Ok. Et écoute, déjà, je te remercie. Merci à toi. Et j'ai pour habitude, en fait, que le podcast se termine par un mot de la fin, un peu comme une empreinte, tu vois. J'aime bien quand mon invité, il dépose et il met sa patte, et en laissant un message un petit peu de quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qu'il a envie de transmettre aux gens qui écouteront, en tout cas, cet épisode. Ok. Et ça serait quoi, toi? Eh bien, ce serait de
prenez vraiment conscience en fait de la nécessité et je dirais même de l'obligation en fait d'apprendre à réellement se connaître, même si c'est forcément, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire changer certaines formes de paradigme, ça veut dire aller dans certains de ses travers. Oui, c'est vrai, c'est challengeant, c'est bousculant, c'est bouleversant, c'est tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est en passant par ces éléments-là que tu vas réellement, finalement, pouvoir avancer comme tu le souhaites dans ta vie, atteindre tes objectifs et vivre la vie que tu as réellement envie de vivre. Pas celle qu'on t'a demandé de vivre, en fait, mais celle pour laquelle tu es faite et celle pour laquelle, finalement, tu vas vraiment t'éclater, tu vas vraiment apporter, peut-être, dans peu importe le métier dans lequel tu fais, mais dans lequel, en tout cas, tu auras du sens et de l'utilité, comme on le disait. Et ça passe par l'acceptation, l'autorisation, en fait, d'être soi-même, passe par la connaissance de soi. Donc, je dirais vraiment, penchez-vous sur vous-même parce que ça vaut vraiment le coup. Bah écoute, un super mot de la fin. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Et dans le descriptif de l'épisode, je vous mettrai comment aller récupérer les différentes infos sur Julie, comment la contacter si vous avez envie. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup Sébastien, à bientôt. Ciao ciao. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.